As-tu déjà vécu un moment où tout semble s'écrouler, pile quand tu as le plus besoin de soutien? Parce que moi, oui. Je pensais que tout allait bien, que mon travail était reconnu, que je pouvais compter sur l'entreprise. Je n'imaginais pas que ce qui suivrait la perte de mon père serait encore plus douloureux, et pas à cause du deuil, mais à cause de la façon dont on m'a traité. Mais attends, je vais tout te raconter. Parce qu'au final, j'ai découvert que parfois, ce qui semble être la fin n'est que le début d'une histoire bien meilleure. Laisse-moi te raconter ce qui m'est arrivé. Parce que même aujourd'hui, j'ai du mal à y croire. J'ai toujours été très investie dans mon travail. J'arrivais tôt, je faisais ce qu'il fallait, je restais tard s'il le fallait, pas pour faire plaisir à qui que ce soit, mais parce que j'aimais ce que je faisais. J'ai travaillé 6 ans dans une entreprise de transport ici, à Lyon. Elle s'appelle Lyon Cargas. Un nom simple, mais une boîte avec de grosses responsabilités. On gérait des clients importants, des livraisons internationales, et le rythme était intense. Malgré tout, j'aimais ça. J'étais manager des opérations, j'avais une bonne équipe, et tout le monde me faisait confiance. Mais la vie ne prévient pas quand elle va tout bouleverser. Mon père est mort subitement. Un choc. Il était en bonne santé. Il marchait beaucoup, mangeait sainement. Un jour, il a eu une douleur à la poitrine. Il est allé à l'hôpital. Et voilà. 2 jours plus tard, il n'était plus là. J'étais dévastée. Ma mère était décédée depuis longtemps. Alors tout m'est retombé dessus. L'hôpital, l'enterrement, les papiers, le loyer de l'appartement, les factures. Je n'avais pas la tête à autre chose. Au milieu de tout ça, j'ai envoyé un message à mon patron, Lambert, pour lui expliquer et demander 3 jours. Juste 3. Il m'a répondu tout de suite, disant qu'il était désolé et que je pouvais prendre mon temps, que ma demande était approuvée. Je me suis dit, au moins, ça, je n'ai pas à m'en inquiéter. 3 jours plus tard, l'enterrement était passé et j'essayais encore de respirer. Je n'avais pas eu le temps de faire mon deuil, mais il fallait reprendre. J'ai tout préparé pour retourner au travail, j'ai même jeté un œil au rapport et au dossier en attente. Comme j'ai toujours été organisée, j'avais tout laissé en ordre pour reprendre sans gêner personne. Je pensais que ce serait simple. Revenir et continuer. Je suis arrivée à l'entreprise à l'heure habituelle. J'ai salué le gardien, pris un café à l'accueil, monté jusqu'à mon bureau, allumé l'ordinateur et ouvert mes emails. Le premier qui est apparu, je ne l'oublierai jamais. Sujet. Résiliation de contrat. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai ouvert, pensant que c'était un message général. Mais non, c'était pour moi. On m'annonçait que mon contrat prenait fin ce jour-là et que je devais vider mon bureau. Le reste serait expliqué par les RH. Sur le coup, je suis restée sans réaction. Tu sais, ce moment où tu lis quelque chose et tu ne comprends pas ce qui se passe? J'ai relu l'email 3 fois. J'ai appelé les RH, persuadée qu'il y avait une erreur. La réponse était glaciale. On m'a dit que la décision venait de la direction, que mon absence avait perturbé une période stratégique. J'ai rappelé que j'avais pris un congé pour la mort de mon père. Un congé approuvé. On m'a répondu que l'entreprise attendait plus d'engagement dans les moments clés. J'ai raccroché, ne sachant pas si je devais pleurer ou rire. Je venais d'enterrer mon père. J'essayais de reprendre le travail, et voilà ce qu'on m'offrait. Un email de licenciement. Pas une conversation, pas une explication en face à face. Je suis restée là, à fixer l'écran. Puis je me suis levée et j'ai commencé à ranger mes affaires. Ma tasse, mon agenda, une photo de l'équipe lors d'un événement de fin d'année. Tout est allé dans un carton. Peu après, Julie, du service de facturation, est entrée. Elle a vu le carton et m'a demandé si je changeais de bureau. Je lui ai dit que j'étais licenciée. Ses yeux se sont écarquillés. « Comment ça? Mais tu as juste pris quelques jours pour ton père. C'est n'importe quoi. » Puis Vincent, Éline, Théo sont arrivés, tous avec la même tête choquée. J'ai répété la même chose à chacun. Oui, licencié. Oui, avec un congé approuvé. Oui, par email. Lambert est passé dans le couloir. Il m'a vu et a détourné le regard. Il a fait comme si de rien n'était. Le même homme qui m'avait écrit « Je suis désolé », m'a viré sans un mot. Ça m'a fait plus mal que l'email lui-même. J'ai continué à ranger en silence. Chaque personne qui passait par mon bureau demandait ce qui se passait. Tout le monde était indigné. Et moi, je me demandais comment tout pouvait changer si vite. J'ai rendu mon badge à l'accueil et je suis sortie, mon carton dans les bras. Je me suis assise sur un banc près de l'entrée et je suis restée là. Un vent froid soufflait. Je regardais devant moi, essayant de comprendre comment une chose pareille pouvait arriver. Après tout ce que j'avais donné, tout ce que j'avais accompli, c'était comme ça que ça se terminait. On m'avait jeté comme si je ne valais rien. Juste un clic sur « Envoyer ». Mais à ce moment-là, sur ce banc, avec mon carton, quelque chose en moi s'est réveillé. Je n'allais pas laisser ça me détruire. Il m'avait sorti de là, mais il n'avait pas pris mon expérience, ma force, ni ma volonté de faire la différence. Je ne savais pas encore ce qui allait se passer, mais j'étais sûre d'une chose, ça allait changer. En rentrant chez moi ce jour-là, je ne savais même pas par où commencer. Je me suis assise sur le canapé, le carton de bureau à côté de moi, à regarder dans le vide. C'était comme si ma tête était à la fois pleine et vide. Je repassais tout dans ma tête, cherchant ce que j'avais fait de mal. Mais il n'y avait rien. J'avais juste enterré mon père.
C'était tout. Et même avec un congé approuvé, il m'avait viré. Par email. J'ai appelé ma cousine Claire, celle qui m'écoute toujours. Je lui ai tout raconté. Elle était sous le choc. Elle a dit que c'était aberrant, qu'on pourrait même aller en justice. Mais je ne voulais pas de bataille, tu vois? Pas comme ça. Je ne voulais pas rester coincée dans cette colère. Je voulais réfléchir calmement, voir ce que je pouvais faire et avancer avec dignité. Parce qu'au fond, je savais que l'entreprise avait perdu bien plus que moi. Cette nuit-là, j'ai mal dormi. Je me réveillais sans arrêt. Le lendemain, je me suis levée tôt, j'ai pris un café fort et je me suis mise à l'ordinateur. J'ai mis à jour mon CV, organisé mes certificats, repris contact avec d'anciennes connaissances. J'avais tout un parcours qui montrait qui j'étais professionnellement. Des projets que j'avais menés, des clients qui avaient salué mon travail, des résultats que j'avais obtenus, et je me suis dit, ça, personne ne peut l'effacer. Ils m'ont peut-être sorti de l'entreprise, mais pas tout ce que j'ai construit avec mes efforts. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un message d'Éline. Elle voulait savoir comment j'allais, puis Théo, puis Vincent. Un par un, toute mon équipe m'a écrit. Ils demandaient si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose. Ils disaient que l'équipe était secouée. Ils m'ont raconté que l'ambiance au bureau était devenue pesante, que personne ne comprenait la décision de la direction et que Lambert évitait le sujet. Là, j'ai réalisé, je n'étais pas seule. La même semaine, j'ai été contactée par une entreprise concurrente. Un manager de Translyon, une autre société de transport de la région, me connaissait via des événements professionnels et avait entendu parler de mon départ. Il voulait qu'on prenne un café. J'ai accepté. Ça ne coûtait rien de discuter. Et j'avoue, j'étais curieuse. Le rendez-vous a eu lieu dans un café calme, près de la station de métro. Il est allé droit au but. Camille, on monte une nouvelle équipe pour l'expansion de l'entreprise. J'ai toujours admiré ta façon de diriger. Si ça t'intéresse, il y a un poste de coordinatrice à pourvoir. J'étais surprise. Je ne m'attendais pas à une proposition si vite. J'ai dit que j'avais besoin de réfléchir, que je digérais encore tout ça. Il a compris et m'a laissé libre. Mais rien que d'entendre ça, je me sentais déjà différente. Plus légère. En rentrant, j'avais la tête en ébullition. J'ai rappelé Claire. Elle était folle de joie. Elle m'a dit d'y aller à fond, que cette proposition était un cadeau après ce qu'on m'avait fait. Mais j'avais encore des doutes. C'était une belle opportunité, oui. Mais je ne voulais pas arriver dans un nouvel endroit en traînant le poids du passé. Je voulais repartir de zéro, à ma manière. Les jours suivants, j'ai continué à parler avec les gens de mon ancienne équipe. Ils me disaient que l'entreprise était sans dessus-dessous. Il manquait un leader, l'ambiance était lourde, et personne ne comprenait pourquoi on m'avait viré comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à voir les choses autrement. Et si je pouvais emmener ce qu'il y avait de meilleur dans cette équipe avec moi, pas littéralement, bien sûr, mais et si, là où j'irais, je recréais une équipe avec le même esprit, du respect, de la collaboration et l'envie de bien faire? Le dimanche après-midi, j'ai reçu un appel. C'était le manager de Translyon. Il voulait savoir si j'avais réfléchi à la proposition. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit oui, mais à une condition. Je voulais avoir l'autonomie pour constituer une équipe à ma façon. Il a marqué un silence de quelques secondes, puis il a répondu. Marché conclu. En raccrochant, je suis restée là, à regarder mon téléphone. C'était ça, une nouvelle chance. Un nouveau départ. Et cette fois, à ma manière. Oh, et avant de continuer cette histoire, je peux te demander quelque chose? Si toi aussi tu as vécu un truc comme ça, raconte-le dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir si tu as ressenti la même indignation, la même envie de tout changer. Et si l'histoire te plaît, abonne-toi à la chaîne. Il y a plein d'autres histoires à venir. Des histoires qui font réfléchir, ressentir et parfois même changer le cours d'une vie. Le lundi matin, je suis allée découvrir les bureaux de Translyon. L'immeuble était plus moderne que celui de mon ancienne boîte. Et l'ambiance y était plus légère aussi. Le manager qui m'avait contacté, M. Delmas, m'a accueilli avec un grand sourire et m'a présenté à quelques membres de l'équipe. Il m'a montré mon bureau. Pas immense, mais avec une grande fenêtre qui laissait entrer la lumière. J'ai regardé cet espace et je me suis dit, c'est ici que commence ma nouvelle vie. Les premiers jours, j'ai tout organisé. J'ai passé en revue les contrats, découvert les processus de l'entreprise, compris les clients. C'était beaucoup, mais j'aime ça. J'aime les défis. Sauf que cette fois, c'était différent. Je ne me contentais pas de commencer un nouveau boulot. Je démarrais quelque chose qui portait mon empreinte. Et ça changeait tout. Un des premiers projets qu'on m'a confié, c'était de reprendre une nouvelle route d'exportation. Une opération qui posait problème depuis des mois et que personne n'arrivait à structurer. Et le pire, le délai pour régler ça était serré. Si on ne livrait pas les résultats rapidement, on perdrait un client majeur. Je me suis assise, j'ai tout analysé et j'ai commencé à élaborer un plan. En plein milieu de ce processus, j'ai pensé à Éline. Elle était excellente pour organiser la logistique. Rapide, attentive aux détails, fiable. Je lui ai envoyé un message, juste pour prendre des nouvelles. Elle m'a répondu en quelques secondes, « Je vais au boulot en mode pilote automatique. »
Depuis ton départ, c'est le chaos. Je lui ai proposé qu'on discute, sans engagement. Elle a dit oui. Le lendemain, on s'est retrouvés dans un café à côté. Elle est arrivée en disant qu'elle était malheureuse, que plus personne ne savait ce qu'il faisait là-bas. Elle m'a raconté que des clients se plaignaient, que Lambert était complètement dépassé et que beaucoup de gens voulaient partir. Quand je lui ai dit que j'avais commencé chez Translayon et qu'il y avait des postes à pourvoir, ses yeux se sont illuminés. « S'il y a une place pour moi, je viens tout de suite », elle m'a dit. Je lui ai demandé de m'envoyer son CV et j'ai promis d'en parler à M. Delmas. Il me faisait confiance et voulait que je constitue une équipe solide. Le lendemain, Hélène a été convoquée pour un entretien. 2 semaines plus tard, elle commençait. C'était une joie immense de la voir arriver au bureau avec un grand sourire. C'était comme ramener un bout de ce qu'on avait vécu dans l'ancienne boîte, mais dans un nouvel endroit, avec du respect. On s'est regardé et on a compris, sans rien dire, que c'était notre nouveau départ. La nouvelle de mon arrivée chez Translayon s'est vite répandue. Je n'en parlais pas, mais dans le secteur, les gens discutent. Tu sais, bientôt j'ai reçu d'autres messages. Théo voulait savoir comment c'était de bosser là-bas. Vincent m'a envoyé un audio disant que le bateau coulait et que s'il y avait besoin de quelqu'un pour les contrats, il était partant. Et petit à petit, mon ancienne équipe a commencé à me contacter. Je ne m'y attendais pas. Quand j'ai été licenciée, je me sentais seule, mise au rebut. Mais là, je voyais que beaucoup de gens croyaient encore en moi. Et pas seulement pour le travail. Pour ma façon de traiter les gens, de résoudre les problèmes, de diriger sans avoir besoin de crier. Au fil des semaines, l'équipe de Translayon a pris forme. Hélène a apporté de l'agilité. Puis Vincent est arrivé, débloquant des contrats qui traînaient. En peu de temps, la route d'exportation qui semblait impossible a été bouclée avec succès. Le client a non seulement renouvelé le contrat, mais il a aussi augmenté la demande. Le manager m'a convoqué pour me dire que la direction était impressionnée. C'est là que j'ai réalisé que je n'avais pas juste retrouvé un emploi. Je m'étais relevée. Je reconstruisais ma carrière avec bien plus de force qu'avant. Ce qui semblait être une fin s'était transformé en un début. La douleur, la colère, la déception, tout ça s'était mué en carburant. Un jour, une collègue de l'ancienne boîte m'a appelée. Elle m'a raconté que l'ambiance là-bas était devenue insupportable. Lambert était sous pression de la direction à cause du départ de plusieurs employés et de la perte de contrat. Tout le monde se demande pourquoi tu as été viré. Elle m'a dit. Personne n'a avalé leur version. À ce moment-là, j'ai ressenti un mélange d'émotions. D'un côté, c'était triste de voir une entreprise qui m'avait accueilli sombrer comme ça. Mais de l'autre, c'était un soulagement de savoir que la vérité éclatait. Ils avaient fait une erreur, et cette erreur leur coûtait cher. Mais tu veux savoir, je ne cherchais pas à me venger. Ce que je voulais, c'était vivre en paix, faire mon travail, aider mon équipe, être respecté, et surtout, montrer qu'on peut réussir sans écraser personne. Avec une équipe qui se formait et des projets qui avançaient, j'ai recommencé à respirer. Pas seulement à cause de cette nouvelle étape professionnelle, mais parce que j'étais entourée de gens qui voulaient vraiment que ça marche. Des gens qui se respectaient, qui s'écoutaient, qui travaillaient ensemble. Ça change tout. Je me sentais motivée, tu vois, cette sensation d'être au bon endroit, avec les bonnes personnes, en faisant ce qui est juste. Monsieur Delmas, le manager, me donnait une totale liberté pour organiser les processus. Il me faisait confiance, et ça me poussait à donner le meilleur de moi-même. Ce qui était un défi au début est devenu un projet de vie. Hélène était plus à l'aise, elle riait pendant les réunions, pleine de nouvelles idées. Vincent, c'était le type qui apportait des solutions avant même que le problème n'apparaisse. Tout s'est mis à fonctionner. C'est là que Claire m'a appelé pour me dire qu'elle avait vu un post sur LinkedIn. C'était de l'ancienne boîte. Un message très formel annonçant des changements dans le secteur des opérations et remerciant les collaborateurs ayant pris de nouveaux chemins. Je savais ce que ça voulait dire. Des départs, des processus qui s'effondraient, des clients mécontents. Après ce post, Théo m'a écrit pour me dire qu'il voulait partir aussi. Il m'a raconté que Lambert avait complètement perdu le contrôle de l'équipe, que personne ne savait plus quoi faire, que la direction mettait la pression et que l'ambiance était irrespirable. Il m'a demandé s'il y avait une place chez Translayon. Et oui, il y en avait. Je l'ai présenté à Delmas, qui a beaucoup aimé son profil. Une semaine plus tard, Théo nous rejoignait. C'était presque drôle de voir à quelle vitesse les choses changeaient. Quelques mois plus tôt, je quittais cette entreprise, un carton dans les bras et le cœur vide. Et maintenant, j'étais une référence dans une autre boîte, en train de monter ma propre équipe, gagnant du respect. Et le meilleur, tout le monde voulait avancer ensemble. On était devenu une vraie équipe. Avec l'équipe presque au complet, on a organisé une grande réunion pour revoir les prochains contrats. À la fin, M. Delmas m'a prise à part et m'a dit « Camille, ton équipe est un exemple pour le reste de l'entreprise. Si tout le monde travaillait avec cet engagement, on serait au sommet. » J'ai souri et je l'ai remercié. Parce que là, j'ai su. J'étais exactement là où je devais être. Ce que personne n'avait prévu, c'est que les anciens clients de Lyon Cargas commenceraient à nous contacter. L'un d'eux, responsable d'une chaîne de supermarchés dans l'intérieur de la France, m'a appelé directement. « J'ai entendu dire que tu étais chez Translayon. J'aimerais qu'on discute. » On a fixé un rendez-vous,
Et pendant la conversation, il m'a dit qu'il regrettait ma façon de gérer les processus, que depuis mon départ, leur logistique était un désastre. La proposition est arrivée juste après. Il voulait transférer toute l'opération à notre nouvelle entreprise. C'était un contrat énorme. Quand le contrat a été signé, l'entreprise a organisé une réunion générale pour l'annoncer. Et M. Delmas m'a remercié devant tout le monde. C'était fort. Pas juste pour la reconnaissance, mais pour la justice. On m'avait jeté comme un problème. Et maintenant, j'aidais l'entreprise à grandir avec un contrat que personne n'aurait cru possible si tôt. Le même jour, j'ai reçu un message de Lambert, le premier depuis mon licenciement. Il disait qu'il voulait discuter, qu'il avait peut-être agi trop vite et que certaines décisions pouvaient être revues. Je l'ai lu et j'ai juste pensé « trop tard ». Je n'ai pas répondu, pas par rancune, mais parce que j'étais déjà ailleurs. Mon énergie n'avait plus sa place dans ce passé. Après ce message de Lambert, j'ai réfléchi quelques minutes. Pas parce que je voulais répondre, mais parce que je ne pouvais pas m'empêcher de repenser à tout ça. Il ne m'avait pas parlé, pas regardé dans les yeux, pas dit un mot pendant que je rangeais mes affaires. Et maintenant, après tout ce qui avait changé, après que j'avais reconstruit ma carrière ailleurs, il revenait pour essayer de se justifier. J'ai laissé ce message sans réponse. C'était comme un cycle qui se refermait. Pour moi, c'était fini. Ce qui m'impressionnait le plus, c'était de voir comment l'équipe grandissait. Pas juste en nombre, mais en tant que personne. Eileen, qui était plutôt réservée avant, dirigeait maintenant une partie des projets avec assurance. Théo avait gagné en confiance, il proposait des changements dans les processus et formait même des stagiaires. Vincent était devenu une référence pour les autres départements parce qu'il résolvait les choses simplement et rapidement. Tout ça me rendait tellement fière. On avait créé un environnement qui fonctionnait vraiment, où tout le monde était écouté, respecté et avait de la place pour grandir. Un jour, le manager m'a convoqué pour une discussion en privé. Il m'a dit que la direction était très satisfaite de nos performances et qu'ils envisageaient d'ouvrir une nouvelle filiale dans le sud de la France. « On aimerait que tu diriges ce projet », il m'a dit. J'étais surprise. C'était un défi énorme. Déménager, monter une nouvelle opération, repartir de zéro. Mais en même temps, c'était une opportunité de montrer encore plus de quoi j'étais capable. J'ai demandé un peu de temps pour réfléchir. En rentrant, j'en ai parlé à Claire. Comme toujours, elle était enthousiaste. « Tu dois accepter. Regarde où tu es arrivée. Ils te font confiance, Camille. C'est énorme. » Et au fond, je savais qu'elle avait raison. J'avais juste peur. Peur de changer encore, de sortir de ma zone de confort, de perdre ce qu'on avait construit ici. Mais en même temps, c'était une chance à ne pas rater. Les jours suivants, j'en ai discuté avec l'équipe. J'ai expliqué la proposition, pourquoi on me l'avait faite, et la possibilité de créer une nouvelle unité dans une autre ville. J'ai aussi dit que si j'acceptais, je voulais qu'ils grandissent ici, qu'ils prennent plus de responsabilités. À ma grande surprise, tout le monde m'a soutenue. « Tu le mérites, Camille », m'a dit Eileen. « Tu nous as montré qu'on peut être un chef et rester humain. Vas-y, et montre ça à encore plus de gens. » Ces mots m'ont touchée profondément. Dans sa voix, j'ai senti que mon travail avait laissé une trace. Pas seulement dans les chiffres, les rapports ou les contrats, mais dans les gens. Et c'était ça, le plus important. C'était ça qui donnait du sens à tout. J'ai accepté le défi. L'entreprise a commencé à organiser l'expansion. On m'a donné 2 mois pour déménager et structurer la nouvelle unité. Pendant ce temps, j'ai préparé l'équipe actuelle à fonctionner avec plus d'autonomie. Chacun a pris des responsabilités plus importantes, et j'ai tenu à tout expliquer dans les moindres détails. Je voulais laisser tout en ordre avant de partir. À ce moment-là, j'ai reçu un autre appel inattendu. C'était Paula, du service RH de l'ancienne boîte. Elle a toujours été correcte avec moi, même pendant la pagaille de mon licenciement. Elle m'a dit que Lambert avait été mis à l'écart, que l'entreprise traversait une restructuration, qu'ils revoyaient leurs politiques internes à cause de ce qui m'était arrivé, et à d'autres aussi. Ça n'aurait jamais dû se passer comme ça, elle m'a dit. L'entreprise a beaucoup perdu, et maintenant, ils essayent de rattraper le coup. Je l'ai remercié pour ces mots, mais j'ai été honnête. Je lui ai dit que j'étais dans une autre phase de ma vie, que j'espérais qu'il tirerait des leçons de tout ça, mais que mon énergie était ailleurs. À construire, pas à réparer ce qui m'avait blessé. Peu après, mon déménagement a été fixé. J'ai fait mes valises, organisé mes papiers, et dit au revoir à l'équipe avec un mélange d'émotions et de joie. On s'est enlacés, on a pris des photos, on a ri et pleuré. C'était un bel au revoir, parce que ce n'était pas une fin, c'était une continuation. Ils allaient continuer à avancer, et moi, j'allais écrire un nouveau chapitre. En arrivant dans la nouvelle ville, tout était différent. Je connaissais à peine le quartier où j'allais vivre. Je ne savais pas où étaient les commerces, et pourtant, je devais assumer une énorme responsabilité. L'entreprise avait loué un petit espace pour servir de premier bureau à la nouvelle unité. Tout était temporaire, les bureaux étaient encore en cours d'installation, les ordinateurs arrivaient au compte-gouttes, et moi, j'étais là, au milieu des cartons, à essayer de tout organiser tout en gardant la tête froide. Au début, j'ai eu un peu peur, je ne vais pas mentir. C'est une chose d'arriver dans une entreprise qui fonctionne déjà
C'en est une autre d'être la première à poser le pied somewhere, devant tout construire de zéro. Mais en même temps, ça me donnait une énergie nouvelle. C'était mon projet. Et je savais que tout ce que j'avais traversé avant m'avait préparé pour ce défi. La première chose que j'ai faite, c'est de commencer à recruter des gens de la région. Je voulais une équipe avec des locaux, des gens qui connaissaient l'endroit et qui avaient envie de grandir aussi. J'ai appliqué tout ce que j'avais appris dans ces entretiens. Je ne regardais pas seulement les CV. J'écoutais leur façon de parler, leur respect, leur envie d'apprendre. En peu de temps, j'avais sélectionné 4 personnes pour commencer avec moi. 2 d'entre elles étaient des femmes qui avaient quitté le marché du travail depuis quelques années et tentèrent de revenir. Je me suis reconnue en elles. Cette sensation de repartir de zéro. Je les ai embauchées. Pendant que la nouvelle équipe s'adaptait, l'unité de Lyon m'envoyait des messages presque tous les jours. Éline me racontait comment les choses avançaient, m'envoyait des photos des réunions, des rapports, des nouveautés. Ils cartonnaient. La direction avait félicité leurs résultats plusieurs fois. Vincent avait été promu. Théo pilotait un projet international. Chaque nouvelle me faisait chaud au cœur. C'était la preuve que la graine qu'on avait plantée avait pris racine. Pendant cette période de transition, j'ai reçu un autre message de Paula. Elle m'a dit que l'ancienne boîte avait perdu 2 autres gros contrats. Des clients qui étaient repartis à cause de l'instabilité et du manque de confiance dans la gestion. Et selon elle, une partie de ces clients étaient revenus chez nous. J'ai marqué une pause en lisant ça, parce que là, c'était clair. Ce qu'on fait avec sincérité et respect nous revient. Et ce qu'on fait avec négligence aussi. Petit à petit, le nouveau bureau a pris forme. Les bureaux étaient installés, les ordinateurs fonctionnaient, et on avait signé nos premiers contrats. On a commencé petit, avec des livraisons locales, mais avec de la qualité. Et à chaque réunion, je rappelais à l'équipe ce que j'attendais. De l'engagement, mais aussi du respect entre nous. Je voulais que cet endroit soit un lieu où les gens aiment venir, et je crois que j'y suis arrivée. Un jour, Claire m'a envoyé un message. Elle m'a dit qu'elle avait partagé mon histoire avec une amie qui travaillait dans le contenu en ligne. Cette amie voulait savoir si elle pouvait raconter mon histoire sur une chaîne de récits authentique. J'ai ri sur le coup. J'ai dit que ma vie n'était pas si intéressante. Mais Claire a insisté. « Camille, les gens doivent entendre ce que tu as vécu. Il y a trop de personnes qui passent par là et pensent que le problème vient d'eux. Alors qu'en fait, c'est l'environnement, pas eux. » J'y ai pensé toute la journée. Et j'ai fini par accepter. J'ai envoyé un résumé de mon histoire, sans nom, juste les faits. Quelques jours plus tard, elle m'a envoyé le lien de la vidéo. C'était une narration de mon histoire, avec une musique douce en fond. Je l'ai écoutée en silence. Et à la fin, j'avais la gorge nouée. Entendre mon histoire racontée par quelqu'un d'autre m'a fait réaliser tout ce que j'avais traversé et tout ce que j'avais surmonté. La vidéo a commencé à se répandre. Très vite, des commentaires ont afflué de gens qui disaient avoir vécu des choses similaires. Des personnes licenciées après une perte. D'autres bloquées dans leur carrière par des chefs sans empathie. Et beaucoup remerciaient d'avoir partagé ça. Parce que se sentir seul, c'est ce qui fait le plus mal. C'est là que j'ai compris quelque chose d'important. Parfois, quand on parle, on guérit. Et quand on partage, on libère les autres aussi. Ce n'est pas juste une question de travail, c'est une question d'humanité. De rappeler qu'il y a une personne avec une vie, des douleurs, une histoire, derrière chaque badge. Après la publication de cette vidéo, tout a commencé à changer. Je n'avais aucune idée de l'impact qu'une histoire pouvait avoir. Les messages ont afflué de partout. Des inconnus m'écrivaient pour me dire qu'ils avaient vécu des expériences similaires. Certaines avaient été licenciées en apprenant leur grossesse. D'autres humiliées après des années de dévouement. Il y avait des gens qui disaient que mon histoire leur avait donné le courage de quitter un job où ils étaient maltraités. D'autres qui s'étaient remis à chercher du travail après des mois à se sentir inutiles. Je ne m'y attendais pas, mais j'étais sincèrement heureuse d'avoir aidé. Le plus curieux, c'est que même à l'intérieur de Translion, la vidéo a eu un impact. Des collègues qui ne travaillaient pas directement avec moi ont commencé à m'approcher, disant qu'ils étaient inspirés par mon histoire. Des gens qui avaient peur de donner leur avis ont commencé à parler plus. D'autres, qui manquèrent de confiance, ont pris plus d'assurance. Un jour, une fille du service financier, Sophie, m'a demandé à discuter. Elle m'a raconté qu'elle travaillait là depuis 2 ans, mais toujours avec la peur de s'exprimer. Après avoir vu la vidéo, elle a demandé une réunion avec son manager et a abordé des choses qui la dérangeaient. Elle m'a dit que, pour la première fois, elle s'était sentie capable de le faire sans crainte. Je l'ai écoutée attentivement et, à la fin, je lui ai juste dit « Tu as bien fait, ne doute jamais de ça ». J'ai commencé à comprendre que mon rôle allait au-delà de diriger un service. J'étais devenue une sorte de référence, sans l'avoir cherché. Et ça me donnait encore plus de responsabilités pour maintenir un environnement sain. On ne peut pas tout contrôler, mais on peut prendre soin de ce qui est à notre portée. Et c'est ce que j'ai continué à faire. La nouvelle unité a grandi rapidement. En quelques mois, on avait doublé le nombre de contrats. Et le plus impressionnant, les clients qui venaient vers nous ne cherchaient pas seulement des prix ou des délais. Ils disaient avoir entendu parler de notre façon de travailler, qu'ils en avaient assez des entreprises qui traitèrent les gens comme des numéros,
qu'il voulait un partenariat où il se sentait écouté. Je pensais que c'était juste un beau discours, du marketing. Mais en le voyant se concrétiser, j'ai commencé à y croire. Pendant cette période, je suis retournée à Lyon pour une réunion avec la direction. On parlait des performances des unités et des plans d'expansion dans d'autres régions. C'était la première fois que je revoyais Vincent depuis mon déménagement. On s'est pris dans les bras, fort. Il allait super bien, plus confiant, avec une énergie incroyable. Il m'a raconté que Théo avait beaucoup progressé et qu'Éline formait maintenant de nouveaux leaders. J'avais l'impression de retrouver une partie essentielle de ma vie, comme rentrer à la maison, mais différemment. Pas comme quelqu'un qui revient vaincu, mais comme quelqu'un qui revient avec des victoires à partager. À la fin de la réunion, le directeur général m'a pris à part et m'a dit « Camille, tu as transformé 2 unités en quelques mois. On veut que tu réfléchisses à un plan pour répliquer ce modèle dans d'autres filiales l'année prochaine. » J'ai marqué un silence. C'était une proposition énorme, pleine de responsabilités, mais aussi une preuve que toutes ces larmes, tous ces efforts du début, n'avaient pas été vains. J'ai juste répondu « D'accord, je vais y réfléchir sérieusement. » Dans le train, en rentrant, je regardais par la fenêtre et je repensais à tout. À ce moment où j'étais assise sur un banc, mon carton dans les bras, pensant que le monde s'était ligué contre moi. À quand je croyais que personne ne s'en souciait. À quand je pensais ne plus jamais retrouver l'envie de travailler avec joie. Et maintenant, j'étais là, à planifier quelque chose de plus grand que tout ce que j'avais imaginé. Tout ça parce qu'un jour, on m'a licencié injustement. Tu t'es déjà dit que parfois, il faut être poussé pour faire le prochain pas? Parce que si ça ne m'était pas arrivé, je serais peut-être encore au même endroit, à vivre en pilote automatique, sans savoir ce que j'étais capable d'accomplir. Cette porte qui s'est fermée m'a forcé à en ouvrir d'autres que je ne soupçonnais même pas. Et le mieux, cette fois, c'est moi qui les ai choisis. Une des messages qui m'a le plus marqué venait d'une femme qui racontait qu'elle travaillait comme femme de ménage dans une entreprise. Après avoir vu la vidéo, elle a commencé à exiger qu'on l'appelle par son prénom. Pendant longtemps, on l'appelait juste « la fille du ménage ». Et maintenant, chaque fois qu'elle entend ça, elle corrige fermement « je m'appelle Anna ». J'ai pleuré en lisant ça. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, de savoir qu'on a de la valeur. Après ce voyage à Lyon et la discussion avec la direction, je suis rentrée plus apaisée. Comme si tout s'était aligné. Je ne portais plus ce poids dans la poitrine, cette sensation d'injustice non résolue. Maintenant, je voyais tout clairement. Ce qui semblait être la fin à l'époque n'était que le début. Et chaque petite victoire qui a suivi n'a fait que le confirmer. Les journées dans la nouvelle unité restaient intenses, mais avec une équipe plus mature, plus confiante, et des clients qui nous faisaient de plus en plus confiance. Les gens là-bas savaient qu'ils construisaient quelque chose de différent, et ce sentiment rendait l'ambiance plus légère. C'était beau de voir comment tout le monde s'entraidait, s'écoutait, résolvait les choses ensemble. Il n'y avait pas cette pression inutile, cette froideur que j'avais connue ailleurs. On travaillait beaucoup, mais avec dignité. Et ça change tout. Un jour, j'ai reçu une invitation inattendue. De l'ancienne boîte, tu le crois? Ils organisaient un événement avec d'anciens employés pour essayer de renouer. L'invitation est arrivée par email, formelle, sans âme. J'ai réfléchi quelques minutes à y aller ou pas. Pas par rancune, mais parce que je ne voyais pas l'intérêt de revenir. J'ai décidé de ne pas y aller. La vérité, c'est que je n'avais plus rien à chercher là-bas. J'avais déjà compris ce que j'avais à comprendre. Et j'avais avancé. Le même jour, Claire m'a appelée. Elle m'a dit que la vidéo de mon histoire avait dépassé les 50 000 vues et qu'ils avaient fait une nouvelle version, avec une mise à jour des événements. La chaîne avait reçu tellement de messages demandant « Et maintenant, où elle en est ?» qu'ils ont décidé de raconter la suite. Et tu sais quoi? La deuxième vidéo a encore plus cartonné. Des gens d'autres villes ont commencé à m'écrire. Il y a même une femme qui travaillait dans les RH et qui m'a dit qu'elle avait commencé à repenser les politiques de son entreprise après avoir entendu mon histoire. Ça m'a beaucoup touchée, parce que je pensais qu'il fallait faire de grandes choses pour changer le monde. Mais parfois, juste raconter ce qu'on a vécu, avec sincérité, suffit à déclencher un changement. Avec toute cette visibilité, des médias locaux ont commencé à me contacter. Ils voulaient faire des articles, des interviews, savoir comment j'avais transformé un moment si difficile en quelque chose d'aussi positif. J'ai accepté une de ces interviews pour un site d'actualité économique de la région. La journaliste était respectueuse, elle m'a écouté attentivement et a posé des questions pertinentes. À la fin, elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué. « Camille, ce que tu as construit, ce n'est pas juste une carrière. C'est une référence de leadership humain. » Je n'avais jamais vu les choses comme ça. Je me suis toujours vue comme quelqu'un qui voulait juste faire ce qui est juste. Mais après tout ce que j'ai traversé, peut-être qu'elle avait raison. Être une référence, ce n'est pas être parfaite. C'est montrer qu'on peut tomber, se relever et rester un exemple. L'article a été publié, et peu après, j'ai reçu une invitation pour parler lors d'un événement sur le leadership féminin. C'était une rencontre avec des femmes du secteur de la logistique, du transport et du commerce, un milieu dominé par les hommes où être entendu n'est pas toujours facile. J'ai accepté. J'y suis allée le cœur battant,
mais avec la certitude que j'avais quelque chose à partager. Pendant la conférence, j'ai tout raconté. Depuis le jour où j'ai reçu l'email de licenciement jusqu'à la création de la nouvelle unité. J'ai parlé de l'équipe, des gens qui m'ont fait confiance, des clients qui sont revenus et des leçons que j'ai tirées de tout ça. À la fin, une file de femmes est venue m'enlacer. Certaines pleuraient, d'autres disaient « Merci de montrer qu'on peut repartir de zéro ». En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis assise sur le canapé. J'ai enlevé mes chaussures et j'ai fixé le plafond quelques minutes. Je repensais à tout, à chaque étape, à chaque peur, chaque doute, et à quel point ça valait la peine de ne pas m'être abandonnée. J'aurais pu me refermer, rester immobile, croire que j'étais le problème. Mais j'ai choisi l'inverse. Après cette conférence, ma vie a pris un autre rythme. Ce n'était plus juste le travail. Maintenant, des gens m'écrivaient pour demander des conseils, partager leurs histoires, se confier. Certains voulaient de l'aide pour leur CV, d'autres juste être écoutés. J'essayais de répondre à tout le monde. Parce que je savais ce que c'était de se sentir invisible. Je savais ce que c'était de regarder l'écran en espérant un email de reconnaissance et de recevoir l'opposé. Alors, même avec mon emploi du temps chargé, je faisais l'effort. À la même époque, le directeur m'a convoqué à nouveau. Il m'a dit qu'ils avaient un projet à long terme et qu'ils voulaient que j'y participe. C'était un gros projet. L'idée était de créer un département dédié à la formation des leaders dans l'entreprise. Des gens de toutes les unités seraient été formés pour diriger avec plus d'empathie, d'écoute, de présence. Et ils voulaient que je sois responsable de ce programme. Sur le coup, j'ai eu un moment de panique. Je n'avais jamais fait ça. J'ai toujours été du genre pragmatique, à résoudre des problèmes opérationnels, à gérer la logistique, à mettre les mains dans le cambouis, mais il a insisté. Il m'a dit que ce que j'avais vécu et ma façon de traiter les gens, c'était exactement ce qu'il voulait enseigner. La technique, on l'apprend, il m'a dit, mais le caractère et la vision humaine, ça vient du cœur. J'ai pris quelques jours pour y réfléchir. J'en ai parlé à Claire, comme toujours. Elle était surexcitée. Elle disait que c'était tout à fait moi. Et plus j'y pensais, plus ça faisait sens. Parce qu'au fond, je faisais déjà ça, sans lui donner un nom. J'accompagnais, je motivais les gens à grandir avec moi, j'essayais d'enseigner par l'exemple. Là, il s'agissait juste de structurer tout ça dans un projet. J'ai accepté, et on a commencé à monter le programme. Je l'ai appelé « Leadership avec vérité ». Un nom simple, mais direct. J'ai tenu à ce que ce soit un espace ouvert à tous, même sans poste à responsabilité, parce que je crois que le leadership, ce n'est pas une question de titre, mais d'attitude. Et petit à petit, j'ai vu le projet prendre vie. Les premières sessions étaient petites. C'est moi qui animais les ateliers. Je racontais mon histoire, je partageais des cas concrets, j'écoutais les participants. Parfois, je sortais de là épuisée, mais le cœur plein. Parce que chaque fois que quelqu'un levait la main pour dire « On ne m'a jamais écouté comme ça avant », je me rappelais pourquoi j'avais commencé. Avec le temps, le programme s'est étoffé. D'autres unités ont voulu y participer. On a créé un calendrier national. On a recruté des gens pour m'aider et je suis passée à la coordination générale. Et tu sais ce qui est le plus fou? Moi qui ai été licenciée par email, je formais maintenant des managers pour qu'ils ne fassent jamais ça à personne. Un moment m'a particulièrement marquée. Une femme, Nadine, est venue me voir après une session. Elle pleurait, les yeux rouges, mais avec un sourire. Elle m'a prise dans ses bras et m'a dit « Tu as sauvé ma carrière. J'étais à 2 doigts d'abandonner. Je ne travaillais que dans des endroits où on m'effaçait. Maintenant, je vois que le problème, ce n'était pas moi. Ça m'a bouleversée parce que je savais exactement ce qu'elle ressentait. Je l'avais vécu. Le même jour, j'ai reçu un message de Sophie, la fille du service financier. Elle avait été promue. Et à la fin de son message, elle a écrit « Merci de m'avoir montré qu'on peut être respecté sans avoir besoin de crier. » J'ai lu ça avec une fierté immense. La semaine suivante, la direction m'a convoquée à nouveau. Ils voulaient me proposer un nouveau poste. Quelque chose qui m'a presque fait peur. C'était le poste de directrice du développement humain pour toute l'entreprise. Un poste qui n'existait pas avant. Ils l'avaient créé en pensant à ce que je faisais. Et ils m'ont demandé si je voulais l'accepter. Sur le moment, je ne savais pas quoi dire. J'ai regardé le manager qui me faisait la proposition, sans savoir si je devais sourire, pleurer, le remercier ou demander plus de temps. Mais au fond, je connaissais déjà la réponse. J'ai accepté. La nouvelle s'est répandue rapidement. Mes collègues des autres unités m'ont envoyé des messages. Éline, Théo, Vincent, tout le monde était heureux pour moi. Claire m'a appelée presque en criant. Et moi, je ne pensais qu'à une chose. Tout ça a commencé quand quelqu'un a décidé de me licencier pour avoir assisté à l'enterrement de mon père. Quelle ironie. Mais cette fois, l'histoire ne se terminait pas par un email froid. Elle se terminait par de la reconnaissance, par une chance de transformer encore plus de vies, et par la certitude que la douleur qui m'avait un jour mise à terre m'avait aussi appris à me relever. Assumer ce nouveau poste, c'était comme entamer une nouvelle étape de cette aventure folle qui avait commencé par un licenciement inattendu. Maintenant, je ne m'occupais plus seulement d'une équipe ou d'une unité.
Je m'occupais des gens dans toute l'entreprise. C'était une responsabilité colossale, mais aussi une opportunité magnifique. Comme si la vie me disait, tu vois, ce qui semblait être la fin n'était qu'un coup de pouce pour avancer. Les premiers mois ont été intenses. J'ai voyagé dans plusieurs villes, rencontré toutes sortes de personnes, entendu des histoires qui faisaient écho à la mienne, et d'autres très différentes, mais toutes avec un point commun. On veut juste être traité avec respect. Et crois-moi, j'ai entendu des confidences qui m'ont brisé le cœur, des gens qui avaient passé des années à être diminués, qui doutaient de leurs capacités, qui pensaient qu'ils ne seraient jamais vraiment vus. À chacun d'eux, j'essayais de laisser un message simple mais puissant. Tu n'as pas besoin de te faire petit pour rentrer dans un moule qui ne te valorise pas. Une des choses qui m'a le plus émue pendant cette période, c'est de voir l'impact concret des changements. Lors d'une visite, j'ai rencontré une jeune femme qui s'appelait Camille. Oui, même prénom. Quelle coïncidence. Elle travaillait au service client et m'a raconté qu'elle avait failli démissionner quelques mois plus tôt parce qu'elle se sentait sans valeur. Mais après que l'entreprise a commencé les formations et que les managers se sont mis à écouter davantage, elle s'est sentie différente. Plus confiante, plus vivante. Elle m'a dit, c'était la première fois que je sentais que ma voix comptait. Je suis rentrée chez moi ce jour-là en pensant à l'ampleur de la transformation qu'une histoire peut provoquer. Parce qu'au fond, tout a commencé quand j'ai décidé de ne pas me taire. Quand j'ai choisi de transformer ma douleur en quelque chose qui aide les autres. Et c'est là, la force d'une histoire bien racontée. Elle n'a pas besoin d'être parfaite. Elle doit juste être vraie. Les mois suivants, l'entreprise a obtenu des résultats inattendus. La satisfaction des employés a augmenté. Les démissions ont diminué. La productivité a grimpé. Mais le plus beau, c'était de voir les gens sourire davantage. Échanger des idées. S'entraider. Il y avait plus d'éclat dans leurs regards. Et ça, aucun graphique ne peut l'expliquer. On le ressent. Un jour, à la fin d'une réunion, une manager plus âgée m'a prise à part. Elle m'a dit qu'au début, elle pensait que j'étais trop belle pour être vraie, que personne ne pouvait être aussi calme et ferme à la fois. Mais après avoir suivi mon travail, elle a compris. Tu n'es pas calme parce que tu ne ressens rien. Tu es calme parce que tu as appris à transformer la douleur en force. Et elle avait raison. C'est exactement ce qui s'est passé. La dernière semaine de décembre, la direction m'a invitée à une petite fête interne. Rien de grandiose, juste les proches collaborateurs. À la fin, le directeur général a pris la parole. Il a fait un discours sur la manière dont cette année avait été la meilleure de l'entreprise depuis longtemps. Et devant tout le monde, il a dit « Rien de tout ça n'aurait été possible sans le courage de quelqu'un qui a refusé de voir une injustice comme la fin de son chemin. » À cet instant, j'ai senti les larmes monter et je ne les ai pas retenues. Je n'ai pas pleuré de tristesse. J'ai pleuré de soulagement, de fierté, de gratitude. Parce que je savais que j'avais fait ce qu'il fallait, même quand ça semblait insensé. Même quand personne ne comprenait, même quand tout semblait perdu. Après ce jour, j'ai pris quelques jours de congé. Je suis allée voir Claire, qui vit maintenant près de la mer. On a passé le nouvel an ensemble. Des feux d'artifice dans le ciel, une coupe à la main, et moi, je ne pensais qu'à une chose. À quel point tout avait changé en si peu de temps. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas une question de poste ou de salaire. C'est une question de gens qui ressentent, qui se trompent, qui recommencent, et qui, un jour, même après la pire chute, trouvent encore un moyen de briller à nouveau.